Imaginé par des universitaires et des électroniciens durant les années 50 et 60, le jeu vidéo devient une réalité commerciale et débarque dans les foyers américains en 1972 avec la sortie du jeu Pong. Ceux qui sont nés à cette époque ont toujours grandi avec le jeu vidéo. Ils forment la première génération Pixel, la première à partager cette culture tout naturellement avec leurs enfants. Cécile, Sandrine, Colline et Sébastien Abdelhamid ont ainsi grandi avec des parents qui ne comprenaient pas toujours leur passion. Eux, au contraire, partagent naturellement cette culture avec leurs enfants, Lucien, Luna, Idriss et Abdallah. Dans une boutique de jeux, une exposition de pixel art, une association qui préserve les anciennes consoles ou encore une salle d'arcade, nous suivrons ces générations Pixel dans tous les échanges que favorise le jeu vidéo entre enfants et parents. Au-delà de leurs histoires, nous reviendrons sur l'histoire de certains jeux qui ont traversé ces générations, avec des témoignages de grands enfants, d'experts, historiens ou médecins, mais aussi avec les pères fondateurs, Nolan Bushnell, créateur d'Atari, première société à avoir édité un jeu vidéo, et Ralph Baer, qui inventa tout simplement la première console de l'histoire, en quelque sorte le grand-père de ces générations Pixel. Alors la Game Boy 1, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, 3 Game Boy Advance SP, la 3DS, la Wii, la GameCube, la Super NES, la PlayStation 2 et plein d'autres consoles. On partage un monde un peu. Merci. Tu peux. Idriss a 13 ans. Il est passionné par les jeux vidéo et possède déjà une très belle collection de vieux jeux, notamment japonais. Une passion que lui a transmis Colline, sa maman, avec qui il vit seul. Elle a elle-même toujours été sensible à cette culture. Alors, moi, les jeux vidéo, c'est une vieille passion. Alors, c'est une passion qui s'est un peu éteinte au fil des années parce que le travail, parce que plein de choses, j'ai fait plein de choses. Et puis, j'y suis revenue grâce à Idriss, finalement. Alors, c'est assez rigolo. Moi, dans le temps, j'ai joué à Pong. Voilà, enfin bon, ça date un peu. Hein. Effectivement, ça a l'air comme ça, très superficiel, et en fait, non. Il y a un vrai univers, et moi, je vais vous dire un truc encore plus important, c'est que Idriss, il n'aime pas lire, il n'aimait pas la musique, et bien en fait, le jeu vidéo l'amène à tout ça. Comment ? Parce que par exemple, dans Mario, Paper Mario, la porte millénaire, il a appris à lire avec ça. Enfin, on exagère un peu en disant qu'il a appris à lire, mais enfin, il s'est fait la main sur ce jeu parce qu'il y a beaucoup de textes à lire sur le jeu. Et au début, je trouvais ça un peu pénible parce que j'étais obligée de lui lire. Et puis en fait, petit à petit, du coup, il s'est exercé et en fait, finalement, il s'est appris à lire avec ça. Et la musique, c'est pareil. En fait, il n'aimait pas la musique, ça le saoulait un peu. Et par contre, les musiques de jeux vidéo, alors là, il écoutait ça en boucle. Enfin, vraiment, c'était une vraie folie, quoi. Et du coup, voilà. Donc, ça l'amène à plein de choses. N'importe quoi. Non, mais attends, mais je suis où, moi? Mais je fais n'importe quoi. Non, attends. Déjà, je suis super en retard, là. Non. Allez, s'il te plaît, là, on se concentre. Oh, c'est toi qui m'as balancé ça? Tu vas voir, je vais te mettre la pâtée, tu vas voir. Au-delà de l'éveil d'Idriss, le jeu vidéo est aussi pour cette famille synonyme de moments de partage lorsqu'ils se retrouvent tous les deux devant un jeu. Je suis premier, hein, tranquille. Même si Colline ne gagne pas très souvent. Une fois t'avais gagné. Ah ouais? Oui, je m'étais pris 2 carapaces bleues, t'avais gagné. Ah oui, parce que c'est très aléatoire sur la Wii, effectivement. Mais non, ce qui est rigolo, c'est que du coup, c'est lui qui est plus jeune, mais en fait, c'est lui qui m'apprend, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on inverse les rôles avec le jeu vidéo. Donc ça crée un autre rapport entre nous, qui fait que c'est lui balèze, quoi. Enfin, c'est lui qui sait, on va dire. C'est lui qui sait, c'est lui qui m'apprend. J'adore regarder Idriss jouer. Ah oui, c'est un vrai bonheur, quoi. Parce qu'il est fort, et ça a l'air facile quand c'est lui qui joue. Et puis quand c'est moi, c'est moins facile. Chaque week-end, Idriss et Colline prennent la direction du quartier général de l'association MO5, dont ils sont membres. Cette association préserve le patrimoine vidéoludique en restaurant de vieilles machines et en organisant des expositions. Tous les samedis, on vient ici pour parler de jeux vidéo avec des amis geeks,
pour jouer, pour nettoyer les consoles, pour réparer, pour préparer les associations, pour les expos, etc. Quand on s'intéresse à l'histoire des jeux vidéo, comme eux, impossible de ne pas être sensible aux jeux d'arcade. Idriss et sa maman viennent d'ailleurs régulièrement dans cette célèbre salle d'arcade parisienne. Mais ici aussi, c'est la dernière évolution d'un classique des jeux vidéo qui attire leur attention. C'est une autre caverne d'Alibaba, après MO5, il y a ici. Et d'ailleurs, l'an dernier, on a passé l'anniversaire d'Idriss ici, avec son père. Donc on a joué à tous les trucs, c'est super. Voilà. Et alors là, il y a un truc génial, c'est le nouveau Pac-Man. Conçu au Japon à la fin des années 70 par Toru Iwatani, alors âgé d'une vingtaine d'années, Pac-Man est une petite boule jaune qui chasse et se fait chasser par des fantômes tout en dévorant des pâtes gomme. Un concept somme toute logique, non? Pac-Man, c'est le héros, c'est l'ancêtre, c'est le premier, alors c'est pour ça qu'on l'aime, évidemment. Peut-être aussi parce qu'on est des geeks et qu'il arrête pas de bouffer. Nous, les geeks, on aime bien bouffer des petits trucs. Le fait d'avoir un héros qui passe son temps à bouffer, pour nous autres geeks, peut-être, ça nous fascine, je ne sais pas. Il y avait le dessin animé Pac-Man, et d'ailleurs c'était ça, le générique, c'était un rond comme un ballon, et puis j'en ai comme citron, c'est le Pac-Man. Pas si vite. Tout cela c'est bien beau, mais rien n'aurait été possible sans cet homme. Ralph Baer, né en 1922, il est l'inventeur en 66 de la Brown Box, qui allait devenir la Magnavox Odyssey en 1972, la première console commercialisée. Je suis l'inventeur de la première console de salon, la Magnavox Odyssey. Environ 100 000 consoles se sont vendues en 1972 et à peu près 350 000 en 1973. C'était alors le début de l'industrie des consoles. La première fois que j'ai entendu parler de l'existence des jeux d'arcade, c'était à l'automne 1972. Pendant la production et la distribution de la Magnavox Odyssey, quelqu'un est venu voir mon jeu basé sur le ping-pong. Celui qui avait vu ce jeu de ping-pong ce jour-là, c'est Nolan Bushnell. Inspiré par la création de Ralph Baer, il eut l'idée d'en améliorer le concept et c'est le lancement du jeu Pong, de la société Atari et de la première borne d'arcade. Un jour, je suis allé voir une démonstration de la console Magnavox Odyssey. Je l'ai regardé et je me suis dit, c'est vraiment pas aussi cool que cela pourrait l'être. Je savais que l'industrie serait énorme. À ce moment-là, jamais j'aurais pu imaginer qu'on serait aussi important qu'une industrie comme celle du cinéma, par exemple. Mais je savais au fond de moi que cela susciterait des passions chez les gens. Qu'on avancerait vers un développement inévitable, vers plus de réalisme pour le divertissement. Allez, retour au début des années 80. Nous sommes dans l'âge d'or des salles d'arcade et c'est Pac-Man, accompagné des méchants fantômes, Blinky, Pinky, Inky et Clyde, suivi par sa copine, Miss Pac-Man, qui va devenir la première mascotte des jeux vidéo et la borne d'arcade la plus populaire de tous les temps. En 1981, ce sont plus de 250 millions de parties de Pac-Man qui sont jouées chaque semaine dans les salles d'arcade. Il a survécu longtemps parce que bon, c'est le concept est basique, c'est simple et c'est efficace. Ça n'a pas changé depuis 20 ans et c'est toujours aussi efficace. C'est la simplicité qui fait que ça dure, voilà. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui connaissent Pac-Man en fait. Je pense que oui, parce qu'ils voient bien leurs parents y jouer et puis ils retrouvent ça sur les smartphones, ce qui est très tendance aujourd'hui. Mais je suis pas sûr que ce soit la même idole pour eux que pour nous. Je suis comme lui, mais en plus petit. Je suis lui, mais en plus petit, voilà. Je suis lui, mais en miniature. Voilà. On joue aux mêmes choses, mais... À différentes époques. Voilà, c'est ça.
dans Zelda, à un moment j'étais bloqué, il m'a dit où il fallait aller peut-être. Il m'a donné quelques indices. Et, comme il l'avait déjà fait, il les connaissait par cœur un peu comme il l'avait fait il n'y a pas très longtemps quand même. Tu parles de Zelda Ocarina of Time? Ouais. Que t'as refait sur 3DS. Et oui. Moi j'avais fait sur Nintendo 64. Et oui. Avec son père, l'animateur Sébastien Abdelhamid, Abdallah, qui a 8 ans, partage tout un univers, celui des jeux vidéo. Dans cet univers, la culture et l'histoire des jeux font voyager le fils, comme ils ont fait voyager le père il y a plus de 20 ans. Dans cette famille, le jeu vidéo s'inscrit comme une véritable culture qui se transmet de jeu en jeu, de génération en génération. Pour moi, c'est important qu'ils comprennent l'évolution qu'il y a eu et qu'ils puissent aussi en profiter, des sensations que j'ai eues à l'époque. Quand je vois, par exemple, qu'on parlait de Zelda Ocarina of Time, quand je vois qu'il refait Zelda Ocarina of Time sur 3DS et qui bloque au même passage où moi j'étais bloqué, qui fait les mêmes choses, qui fait les mêmes erreurs, ou qui prend les mêmes passages, qui revit les mêmes choses, qui soit surpris par les mêmes retournements de situation, ça me fait kiffer. À mon fils, je lui fais jouer à des anciens jeux qui, moi, me faisaient voyager à l'époque, qui me transportaient dans un autre univers, des jeux, je m'évadais. En fait, moi, c'était vraiment ça, les jeux vidéo, c'était une évasion. Je jouais et je me retrouvais dans un monde complètement différent. L'évasion, mais pas seulement. Les jeux vidéo permettent à Sébastien Abdelhamid et Abdallah de partager leurs expériences respectives. Moi, je suis égaré. Parfois, je le vois jouer à des choses où moi, j'ai pas forcément le temps de m'y pencher plus que ça. Je le vois jouer à des trucs et il me fait découvrir des trucs quand même. Et parfois, là, je me dis, ah ouais, je me fais vieux. Je veux qu'ils comprennent que avant toute chose, c'est un divertissement, c'est un jeu, c'est quelque chose qui se partage. Il y a des jeux où vraiment, on peut être à deux, on peut être vraiment dedans. C'est quelque chose aussi auquel il peut jouer tout seul, mais c'est aussi quelque chose pour apprendre. C'est quelque chose de ludique. Tu peux apprendre à écrire avec les jeux vidéo. Ouais. Tu peux apprendre à lire avec les jeux vidéo. Ouais. Tu peux apprendre à parler avec les jeux vidéo. Ouais. Oui, il y a des jeux où tu peux parler en japonais, en trucs comme ça, voilà. Tu peux apprendre plein de choses en jouant aux jeux vidéo. Ah, bien sûr. C'est une boutique Abdallah aime beaucoup, non? Ouais, ça va, franchement, mais c'est vrai, hein, il faut plus m'emmener ici, sinon je vais acheter tout le magasin. Je vais acheter tout le magasin, je laisserai même pas une miette. Nous, on vient très souvent ici. Bon, moi, je travaille aussi ici, je tourne ici l'émission. Mais même quand je tourne mon émission ici, je kiffe parce que je regarde tout autour de moi. Et à chaque fois, j'ai jamais tout vu en fait. Chaque fois que je regarde, j'ai toujours quelque chose qui attire l'œil. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose. C'est un peu. Enfin, moi, je me dis, à son âge, j'aurais aimé avoir une boutique comme ça, venir ici. Les anciens. Il faut savoir que ici j'ai acheté ma première PlayStation, la PlayStation 1, je l'ai acheté ici avec mon père. Donc il y a un vrai taf, il y a vraiment quelque chose d'affectif quoi. J'ai acheté ma PlayStation 1 ici avec Formula One et c'est ici que j'ai emmené acheter plusieurs consoles avec mon fils, on achète nos jeux, c'est ici. Voilà, il y a une sorte de passage de témoin. Un passage de témoin qui ce jour-là va se concrétiser par l'achat d'un jeu qui lui aussi a traversé ses générations. T'as envie d'acheter quoi? Je sais pas. Si, tu m'as parlé de quelque chose tout à l'heure. D'accord, Mario. Mario Kart. Mario Kart? T'as envie? Oui. Ok. Et voilà. Oh yeah, Mario time. Je sais pas comment il fait, pourtant il a pas un look facile, hein, avec la moustache et tout, c'est pas très tendance, mais il s'en sort toujours bien. Mario, incontestablement la figure la plus iconique de l'histoire du jeu vidéo. Apparu dans plus de 200 jeux depuis plus de 30 ans, Mario a pourtant connu une naissance difficile. Donkey Kong, c'est le premier jeu où Mario est apparu. Ça devait être Popeye à l'origine, il devait y avoir Popeye et Brutus en haut d'un échafaudage qui lui jetaient des tonneaux. Ils n'ont pas eu les droits de Popeye, donc ils ont décidé d'inventer un truc. Ils adoraient King Kong, ils ont donc appelé ça Donkey Kong, et est un gorille géant qui jette des tonneaux sur ce pauvre Mario, qui s'appelle pas encore Mario d'ailleurs, qui s'appelle Jumpman à l'époque, et qui va déjà délivrer sa princesse, qui déjà se foutait dans le pétrin à chaque épisode. C'était déjà une fille pénible.
À l'origine, Mario en fait n'avait pas de nom. Hein. C'était un personnage qui avait même un rôle méchant, parce que Mario était un méchant au début. Le héros du jeu, même si on ne contrôlait pas, c'était Donkey Kong, c'était pas Mario. Et c'est plus tard en fait, avec l'arrivée de Mario Bros, que Mario a eu une identité. Je vois pas pourquoi un mec qui s'habille en bleu et rouge et qui saute sur des champignons pour délivrer une princesse qui se fait perpétuellement enlever, je vois pas en quoi ce n'est pas normal. Je sais pas ce qu'il y a avec Mario parce que honnêtement il est pas très charismatique. Hein. Un petit gros rondouillard avec une moustache, une casquette, bon ça inspire personne. Il a une petite voix un peu énervante, donc ça c'est un peu pénible aussi. Mais pourtant il est toujours là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le héros de Nintendo et qu'à chaque fois qu'ils ont une nouvelle console, eh ben, ils prennent Mario comme emblème. Phénomène unique dans l'histoire du jeu vidéo, le petit plombier, gros et moustachu, a atteint un statut culte qui le place à la hauteur des personnages les plus connus au monde, au même titre que Mickey. Avec son frère, Luigi, son ennemi de toujours, Bowser, son rival, Wario, son complice, Yoshi, le dinosaure vert, et bien sûr, sa princesse Peach, la famille Mario occupe une place à part dans l'histoire du jeu. Dear Mario, please come to the castle. I have baked the cake. L'ensemble des Mario s'est vendu à ce jour à plus de 240 millions d'exemplaires. Le petit Italien est devenu une culture à part entière dans laquelle chacun se reconnaît. Moi je pense vraiment que le premier Super Mario sur la Nintendo 8 bits est de loin l'épisode le plus marquant de toute la série. Alors moi j'adore Mario Kart. J'ai toujours détesté Mario, les jeux de plateforme. Je trouve ça trop dur, trop pénible. On nous fout un champignon sous le nez hein, et il se barre à l'autre bout, là où il y a plein de monstres et on va se faire tuer pour le récupérer. Je trouve ça inadmissible. Je pense que c'est un jeu dur, c'est quand même dur. J'ai jamais fini un Mario en fait. Le Mario que j'avais préféré, moi, c'était Super Mario Land sur Game Boy. Mario, il a inventé la plateforme complètement. Quoi. Je veux dire, c'est le premier jeu vraiment de plateforme à introduire vraiment une sorte de notion d'aventure entre guillemets qui fait que les gens ils ont adoré pour ça et puis bon, derrière, quand on dit Mario, on sait en général forcément que ça va être un bon jeu. Mario, en fait, le truc, c'est qu'il est universel. Donc il a fait un peu tous les métiers, il a fait un petit peu tous les sports, ce qui fait qu'il s'adresse à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui est un peu entre les deux âges. Donc c'est quelqu'un qui est rassurant pour les enfants, puisque c'est un adulte qui a l'air responsable. Et puis pour les parents, c'est quelqu'un d'assez proche. Voilà, c'est quelqu'un comme vous et nous. Je pense que Mario sera toujours là, puisque Nintendo se sert toujours de lui. C'est vraiment leur star, c'est leur Mickey à eux, hein, comme pour Walt Disney. Et il sera toujours là, parce que dès qu'ils auront une nouvelle console, ou peut-être même ce sera plus des consoles dans le futur, des trucs incroyables, ils utiliseront toujours Mario, parce que ça rappelle plein de bons souvenirs à plein de gens, et surtout parce que c'est un gage de qualité. On sait qu'un jeu Mario, c'est forcément réussi. Donc il a encore un bel avenir devant lui, malgré son grand âge. Il n'est pas prêt d'aller à la maison de retraite avec Luigi, à mon avis. Une bonne nouvelle pour les fans de Mario, confirmée par son créateur, le génial Shigeru Miyamoto. Nous avons prévu des choses dans l'avenir pour Mario, non seulement sur la Nintendo 3DS, mais aussi sur la Wii U, la console sur laquelle nous travaillons actuellement. Il y aura bien sûr toujours plein de nouveaux projets autour de Mario, mais pas assez pour que les gens ne se lassent. Voici Luna, 8 ans, et sa mère Sandrine, une blogueuse influente. Ces deux gameuses s'intéressent particulièrement à ce que l'on appelle le casual gaming, des petits jeux qui ont explosé avec l'essor des téléphones tactiles et des tablettes. Des jeux particulièrement adaptés à un usage partagé à tout instant, et notamment pendant les nombreuses balades de Luna et Sandrine. C'est un petit, comme une petite souris ou un rat sur un scooter. Et il y a des plaques, un peu comme des plaques. Et des fois, ça se décroche. Alors, on doit le faire sauter. Et il y a des petites noisettes. Et il faut les prendre pour avoir plus de points. Et quand tu as un fromage, et bah, tu as plus de points. Ça prend plus de points qu'une noisette. C'est exactement ces petits jeux d'arcade auxquels on jouait où il faut sauter. Quoi. En fait, c'est des redites de tous nos jeux d'arcade auxquels on a joué. Quoi. Ces mécaniques-là marchent toujours, même si à la place d'un
C'est scooter. Mais oui, la mécanique reste la même, et même si les personnages, mais c'est tous nos jeux d'arcade d'antan, quoi. Et c'est quand même peut-être les meilleurs gameplays, non? Voilà. Alors, moi j'ai une relation très très ancienne avec le jeu vidéo parce que je peux dire que moi j'ai eu la chance de jouer au premier jeu vidéo qui est arrivé dans les salons, c'est le Pong. Donc tu vois, 1972, tu vois où ça nous mène, c'est très loin. Donc, et depuis que j'ai découvert ce Pong, j'ai jamais arrêté de jouer. Les téléphones et tablettes surfent sur cette vague du rétro gaming en proposant des rééditions ou adaptations des plus grands jeux de l'histoire. Le premier Sonic, Space Invader, Tetris connaissent ainsi une seconde jeunesse qui leur permet de séduire ceux qui n'étaient pas encore nés lors de leur première sortie. Oui, il y a des romans. Non, mais c'est comme des romans. Mais ce sont des romans. C'est des romans. Et à un moment, tu dois... Il y a comme une ville, tu dois la fabriquer. Par exemple, il y a une tente où il y a les personnages. Et il y a une ferme à construire. Il y a... parce que la ferme, elle va donner du cochon. Pour nourrir les Romains. Les Romains. J'adore qu'on ressorte nos jeux sur les nouvelles consoles, parce que c'était des jeux qui étaient ludiques. J'ai jamais mis de contraintes pour mes enfants. Et je m'aperçois que même si je ne lui donne pas de limite de temps, c'est elle qui se fait sa limite de temps toute seule. Au-delà des écrans tactiles, Sandrine tente d'ouvrir les yeux de sa fille à la culture digitale, aidée pour cela par de plus en plus d'événements ou de lieux qui prolongent les univers virtuels par des expositions bien réelles. On a trouvé cet espace à Issy-les-Moulineaux, qui est un espace qui est dédié à l'art numérique. Donc j'avais envie que Luna découvre que le pixel ou les choses comme ça, ça pouvait être ailleurs que sur son écran d'iPhone ou de... Voilà, on essaye de sortir un peu des murs. Et ça, ce genre de tableau, tu aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais, parce que ça bouge. Ça bouge. Alors avant, le soleil était peut-être froid, il était peut-être bleu, et alors au fur et à mesure... Et maman, on dirait des pixels. Je trouve que les gens n'ont pas conscience du lien qu'il y a entre le jeu vidéo, l'art numérique et tout ce qu'il peut y avoir autour. En ce moment, on voit des concerts symphoniques de musique de jeux vidéo, par exemple. Enfin, la culture jeux vidéo, elle va au-delà de l'écran. Et je crois que, à part les gens qui sont passionnés, pas beaucoup de gens sont encore au courant de toute cette culture. Et bon, ça vient, il y a des ateliers comme ici, il y a beaucoup de choses qui se font, mais j'aimerais que le grand public découvre ça et peut-être que par cette culture, vont peut-être aimer mieux les jeux vidéo. Là, moi, je vois Luna qui est en train de jouer dans une galerie d'art numérique, digital. Ça me choque pas du tout. Je trouve que justement, elle a tout compris. Elle a compris que ça fait partie de son univers, qu'aujourd'hui, elle va voir un tableau qui bouge avec des pixels. Elle en a sur son écran. Elle va aller voir, elle joue à un jeu, mais elle va peut-être aller voir un dessin animé qui va lui-même se retrouver en jeu vidéo, où il va y avoir une musique digitale peut-être. Tout va se mélanger et c'est ça qui va faire partie de sa culture, de notre culture d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on voit que tout aujourd'hui fait partie de ce même élan. Voilà. Si la frontière entre le jeu vidéo et le cinéma n'a jamais été aussi fine qu'aujourd'hui, des passerelles ont toujours existé entre ces deux écrans, ne serait-ce que par les adaptations en jeu vidéo des stars du grand écran. Parmi elles, Mickey, qui avant même cette apparition sur la console de salon NES, dans les années 80, avait déjà eu le droit à une première adaptation interactive grâce au Game & Watch, de drôles d'appareils qui ont marqué la toute première génération Pixel. Au tout début des années 1980, Nintendo a développé les Game & Watch, donc les petits jeux électroniques. Et on a vu plusieurs modèles, 4 ou 5, utilisant Mickey, Minnie
ou encore Donald, et donc ils vivaient leurs petites aventures sur des petits écrans qui faisaient bip bip. Alors de mon temps, on n'avait pas de smartphone, hein, ça n'existait pas, mais on avait des Game & Watch, des petits trucs comme ça. Game & Watch, ça veut dire jeu et montre. La montre, hein, c'était un peu l'alibi pour se le faire acheter par les parents. Mais en fait, il y avait un jeu, un seul, dans chaque truc. Notamment, il y avait un très bon jeu avec Mickey, qui était assez fabuleux. C'est à cristaux liquides, donc c'est vraiment en noir et blanc. Des petites animations très très simples, mais bon, Mickey il s'en fout, il a commencé sa carrière en noir et blanc, donc il est pas à ça près. Et résultat, pour l'époque, c'était un des meilleurs jeux qu'on pouvait trouver sur les toutes premières consoles portables, consoles préhistoriques quoi. Mais moi, le jeu Mickey auquel j'ai le plus joué, c'était Castle of Illusion sur Mega Drive. Même si, je t'avoue, mon personnage préféré, ça reste quand même Donald par rapport à Mickey. Et même, je dirais même, ça reste Picsou par rapport à Donald. Mickey, pour moi, c'est un jeu qui s'appelle Mickey Mouse Castle of Illusion. Mon anglais n'est pas très très bon, mais c'était un des meilleurs jeux sur Mega Drive. Ok, c'est bon, on a compris. Mais au-delà de ce Castle of Illusion, qui semble mettre tous nos experts d'accord, Mickey a été le héros d'une bonne trentaine de jeux en autant d'années. Aucun autre personnage venu du cinéma n'aura connu autant d'adaptations dans des styles très variés, via les séries des jeux Magical Quest, Kingdom Hearts ou plus récemment Epic Mickey. Je pense que tous les joueurs des années 80-90 sont au courant de l'importance de Mickey dans les jeux vidéo. Moi j'ai encore mes petits Game & Watch de Nintendo, c'est pour vous dire à quel point je suis vieux. Mickey est un personnage incroyable, il a été créé en 1928, ça fait qu'il a plus de 80 ans aujourd'hui. Et il fait partie du peu de choses créées à cette époque qui touchent encore les gens aujourd'hui. Il n'y a aucun doute que Mickey sera là dans 20 ans. Il sera encore là dans 200 ans, d'une manière ou d'une autre. Outre les adaptations de films en jeu ou de jeux en film, depuis que le jeu vidéo existe, il a toujours inspiré le cinéma. On se souvient ainsi de Tron qui, dès 1982, se déroulait dans un jeu vidéo. Un principe retenu plus récemment dans le film d'animation Les Mondes de Ralph qui se déroule lui aussi dans différents jeux vidéo et qui rend hommage à quelques-uns des premiers héros de cette culture. Tiens, c'est Hubert. Que nous vaut le plaisir, cher voisin? Qu'est-ce qui baragouine? Doucement, mon cubertois est un chouille rouillé. Nous avons beaucoup parlé d'où on voulait situer le premier jeu. C'était logique pour nous de commencer dans les années 80 et puis d'aller jusqu'au présent. Les jeux vidéo ont maintenant plus de 35 ans et les joueurs de cette époque ont la trentaine, voire la quarantaine. Le fait de mettre en avant un jeu des années 80 nous permet de parler à tout le monde, surtout qu'après on va aussi voir Ralph dans un FPS moderne et puis dans un jeu de course. Ça veut dire qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Cette variété de jeux parle à tous les âges, parce qu'on touche à tous les genres et à toutes les époques. Je pense que oui, c'est un monde maintenant qu'on voit de plus en plus comme un univers, tellement il est complet avec tous ces jeux. Salut la compagnie! Je pense qu'il y a plein de choses qui restent à faire. Ça dépend des spectateurs. Et avec de la chance, ils tomberont amoureux de ces personnages et de cet univers des jeux vidéo. Je suis méchant, et ça c'est bien. Je ne serai jamais gentil, et ça c'est pas si mal. Je voudrais être personne d'autre que moi. Tu gagnes quand tu joues à Street Fighter avec moi, regarde-moi. Ouais. Si. Je t'ai gagné quelques fois. Quelques fois, mais plus souvent, c'est mal. Plus souvent moi qui gagne ou plus souvent toi? Toi. Ouais, quand même. Compétition, complicité, coopération au programme des sessions de jeu partagées entre Lucien, 8 ans, et sa maman, Cécile. Une nouvelle famille liée par les jeux qui ont traversé les années. J'avais acheté Super Mario pour l'anniversaire de Lucien et donc Lucien joue, c'est un jeu auquel il joue seul. Ayant joué moi-même quand j'étais plus jeune à Super Mario, ça me permet de pouvoir l'aider quand il est bloqué. J'essaye de le laisser évoluer au maximum tout seul. Vraiment quand il va être bloqué sur un monde, sur une étape particulière, à ce moment-là, j'ai mes acquis de jeunesse et là je peux effectivement lui venir en aide. Moi, j'aime bien quand maman elle m'aide parce que je débloque un monde et donc je peux jouer un nouveau monde. Des bornes d'arcade dans le salon,
Des téléphones ou de petites consoles pour des parties partout et n'importe quand. Des consoles dans la chambre. Pour Cécile, une gameuse depuis toujours, le jeu vidéo au sein du foyer s'inscrit tout naturellement comme une activité familiale parmi d'autres. En fait, je fais partie de la génération qui a grandi avec les jeux vidéo. Quand on était adolescent, on se retrouvait tous ensemble et on jouait aux jeux vidéo. Donc c'était très fédérateur, on s'amusait bien. Et puis voilà, au fur et à mesure, tu grandis, tu évolues. Et puis après, quand j'ai eu Lucien, quand il a été en âge, lui, de jouer aux jeux vidéo, et ben c'est quelque chose qu'on peut maintenant partager tous les deux. Du temps, comme quand on fait du sport ensemble, quand on joue aux jeux vidéo ensemble. C'est des moments de partage tous les deux. Je préfère jouer avec maman parce qu'elle m'aide plus. Un enfant qui a énormément d'activités dans sa vie, donc il va pouvoir se concentrer sur les jeux vidéo pendant une période, mais il y passera rarement, ne serait-ce qu'une matinée entière. Il va passer peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum sur un jeu, vraiment grand maximum. Après, il va fermer et passer à une autre activité. Voilà, donc il se gère. Ah oui, ça fait partie complètement intégrante de notre vie. Comme plus de 200 000 personnes, Lucien et Cécile ont rendez-vous dans le plus grand salon français consacré à leur culture. Riche, coloré et, avouons-le, un peu bruyant, ce rendez-vous attire des familles qui veulent se renseigner sur les métiers du jeu vidéo, découvrir son histoire, mais surtout tester les dernières nouveautés avant même leur commercialisation. Cette année, Lucien se montre particulièrement intéressé par de nouveaux types de jeux, à mi-chemin entre les jouets traditionnels et les jeux vidéo. Ils exploitent notamment la technologie de la réalité augmentée qui mélange virtuel et réel. Même ici, au milieu de la foule, la culture des jeux vidéo est toujours présente, via notamment une librairie qui regroupe de nombreux ouvrages dédiés à cet art, comme celui-ci qui retrace l'histoire d'un autre personnage indémodable. Je pense que le Sonic est l'idole des jeunes parce qu'il a du gel dans les cheveux et des baskets. Et je pense que ça parle à tous les jeunes de nos jours, comme aux jeunes de mon époque malheureusement. Sympa, rapide et bleu, Sonic est l'un des personnages les plus célèbres d'une des grandes époques des jeux vidéo, les années 90. C'est d'ailleurs en 1991 qu'il fait sa première apparition sur une console que lançait alors son éditeur Sega, la Mega Drive. Avec ses copains, Tails et Knuckles, Sonic a toujours lutté contre son ennemi, le Dr Robotnik. Le secret de son succès et de sa longévité est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Sonic serait tout simplement cool. Je suis désolé. C'est trop bien cette sonnerie. Allô? Ah, Sonic, il est cool. Vous avez entendu ma sonnerie d'ailleurs. Sonic, il est cool. J'ai adoré tous les Sonic, franchement. Il n'y en a pas un que... Ben là, à l'inverse des Mario, il n'y a pas un Sonic que j'ai pas fini en fait. Si on avait les réponses à ces questions-là, tout le monde pourrait sortir les mascottes. Mais je pense que Sonic, quand même, ce qui fait sa longévité, c'est qu'il a toujours cette image cool, il a toujours ce côté un peu rebelle, et surtout, c'est un jeu rapide et très facile à prendre en main. Mais la vie n'a pas toujours été facile pour le petit hérisson bleu, car il a longtemps été utilisé pour illustrer l'opposition entre Sega et Nintendo, les grands rivaux de l'époque, même si depuis, Sonic et Mario sont devenus copains. Ça renvoie à la guerre des consoles qu'il y avait, Sega contre Nintendo, où t'avais tous les gens qui étaient là, ouais, Nintendo c'est trop bien, moi tu vois j'étais un rebelle, moi je faisais non, Sega c'est mieux, parce que c'est plus fort que toi. En fait. Alors c'est sûr que Sonic c'est un peu un rebelle par rapport à Mario. Mario c'est le gars installé, le plombier, le gars qui est vraiment dans la vie, tranquille avec sa petite salopette, sa moustache. La moustache ça se fait plus depuis 1982, c'est interdit normalement ça. Alors que Sonic c'est le gars cool, qui porte des baskets, qui va vite, qui flambe, qui
frime. Il est très bling-bling, Sonic. Hein. Il passe son temps à récupérer des anneaux, quand même. C'est son but dans la vie. Moi, je pense que dans 20 ans, Sonic sera encore là. Après, sous quelle forme, ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Mais moi, je pense qu'il sera toujours là dans 20 ans parce que ça fait déjà 20 ans, ce qui est énorme. Et je pense que ces icônes comme Mario et Sonic sont les seuls qui vont pouvoir rester aussi longtemps. Et ça fait plaisir de le voir revenir sur le devant de la scène, à fond les ballons comme d'habitude. Dans le deuxième tableau, c'est que tu peux pas éviter le primo-plasma quand t'as toutes les barquettes qui te foncent dessus. Sinon, tu te retrouves splitté et ça te gèle. Si les jeux vidéo participent beaucoup aux liens qui unissent nos familles témoins, ils sont encore souvent associés à des discours négatifs qui peuvent faire peur aux parents. Alors, je peux le prendre? Ces peurs sont-elles fondées? Comment des parents qui n'ont pas cette culture des jeux doivent-ils appréhender la passion de leurs enfants? Nous avons posé la question à des experts. Je pense qu'on a affaire évidemment à des écrans qui sont beaucoup plus puissants que ce que les générations précédentes ont connu. Donc forcément, les enfants ont tendance à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dessus. Ceci étant, je pense qu'on a tendance à vite paniquer, les parents, et à projeter beaucoup de responsabilités sur les écrans et leur contenu, beaucoup de responsabilités des problèmes des enfants. Mon avis, c'est que c'est largement diabolisé. Un enfant qui fonctionne bien, un bon fonctionnement psychique, il va faire la différence sans aucun problème entre la réalité et le virtuel. Je crois qu'il faut tout modérer. Je veux dire, les jeux ne sont pas nocifs, et tous les jeux ne sont pas dangereux pour les enfants et les ados. C'est la façon dont ils s'inscrivent dans la vie de famille, etc. Je veux dire, si les jeux sont une petite activité ludique à côté de, je sais pas, une activité sportive, une activité musicale, ou ce qu'on veut, ça peut durer un petit temps. Il faut poser des limites aux choses, quoi. On définit un temps avec lui, un temps suffisant. Parfois, les parents disent un quart d'heure. Les gosses, ils me regardent, ils disent un quart d'heure. Qu'est-ce que je fasse en un quart d'heure? Je les comprends, franchement. C'est horrible. Donc, il faut un temps suffisant pour qu'il puisse prendre son plaisir. Et puis, voilà, après, on l'arrête. Voilà, limiter dans le temps, à mon avis, c'est tout ce qu'on peut faire. Et respecter les signalétiques qui sont bien faites en cours. N'essayez pas forcément de comprendre le jeu. Comprenez simplement le système de classification par âge, PEGI. Mais ouais, il a l'air super, bien sûr. Mais bien sûr qu'on vous... Lorsque vous souhaitez acheter un jeu vidéo à très fort, il faut surveiller la signalétique des jeux vidéo. Elle est très visible sur le devant de la boîte de jeu, sur le derrière. Vous pouvez la trouver aussi sur les sites de jeux vidéo. Il faut la respecter. D'autant plus que cette classification est facile à respecter. Vert 3 et 7 indiquent un jeu approprié pour tout le monde. Orange 12 et 16, des jeux avec des images ou des histoires un peu plus matures. Et enfin rouge 18, un jeu déconseillé aux mineurs. Beaucoup de parents refusent catégoriquement d'acheter quelconque écran à leur enfant parce qu'ils ne veulent pas faire entrer le loup dans la bergerie, ils ne veulent pas se retrouver face aux problèmes. C'est un jeu comme un autre. Les enfants peuvent y jouer et comme à n'importe quel jeu, il va falloir poser un cadre. En pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est oui, s'intéresser aux jeux des enfants, participer aux jeux, même si les enfants ou les ados vont dire bon, c'est bon, arrête de jouer avec moi. Et si la consommation est problématique, c'est mettre un stop, limiter et, cas extrême, aller consulter un spécialiste. Ce qu'on essaie de montrer aux parents, d'abord, c'est de montrer que derrière l'utilisation du jeu vidéo, il y a souvent un plaisir. Les enfants jouent aux jeux vidéo par plaisir parce que ça leur apporte beaucoup de choses et qu'il faut voir ce côté positif du jeu vidéo et s'en servir aussi pour créer quelque chose entre les parents et les enfants. À partir du moment où les parents ont suffisamment confiance en eux pour être capables de poser un cadre et de le faire respecter, alors ils peuvent laisser leur enfant jouer sans que ça comporte des risques. En 40 ans d'existence, le jeu vidéo est donc passé du statut de jouet expérimental à celui de véritable culture à part entière. Il fascine, passionne et permet probablement plus que n'importe quel autre art de rapprocher les générations en favorisant le partage entre enfants et parents. Aucune raison que cela change pour les prochaines générations Pixel, car avec le jeu vidéo, le meilleur est toujours à venir. Ah, l'avenir du jeu vidéo, comment il va être il va être génial, forcément. Moi, ce que j'espère beaucoup pour l'avenir du jeu vidéo, c'est un casque
un casque intégral qui te permet de te plonger dans le jeu directement. La chose la plus cool dans le jeu vidéo, c'est qu'on a l'impression que maintenant, tout peut arriver. Petit à petit, à chaque évolution technique, je pense qu'on va faire aimer le jeu vidéo à un nouveau public. D'ici 10, 15, 20 ans, on jouera encore. Peut-être que je jouerai même avec mes petits-enfants. Parce que nous, on a eu tellement de plaisir, nos enfants ont eu tellement de plaisir qu'on espère que les enfants de nos enfants en auront tout autant. Est-ce que j'aurais pu imaginer que les jeux vidéo deviendraient si populaires qu'il n'y avait pas de moyen de regarder dans une boule de cristal? C'est plus facile aujourd'hui parce qu'on est entouré par la magie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il suffit de regarder les tablettes ou les smartphones, c'est juste de la magie. Il suffit de vouloir de la magie et vous l'aurez.